Un mot sur le parcours d'Edoui Plenel. 45 ans, né à Nantes. Vous êtes resté longtemps à Nantes? Non, 2 ans. Ah bon, le temps de naître. Oui. Très vite journaliste au quotidien Rouge pendant 1 an. Je vais mettre mes lunettes. Ensuite, Le Matin, Le Monde du dimanche, de nouveau Le Matin, et depuis 18 ans au journal Le Monde. Alors là, je lis les différents, je ne vais pas donner tous les titres exacts. Vous êtes d'abord au département éducation, c'est-à-dire un peu votre spécialité, et puis ensuite la rubrique police, information générale. Information générale, c'est ce qu'on appelle les faits divers. Il peut y avoir des faits divers au Monde? Absolument, il y en a même beaucoup. Le fait divers, c'est l'honneur du métier. Et puis l'éducation et la police, c'est un passage auquel je tiens, parce que je voulais parler au départ et ce n'est pas une blague, des casques et des matraques comme on parlait des gommes et des crayons. C'est-à-dire, je voulais qu'on traitait dans les colonnes du Monde la police et les débats autour de la police comme on parle des débats autour de l'éducation. Et pas avec ce préjugé social qu'on a à l'égard de la police d'ordinaire. Alors, pratiquement pendant, assez longtemps, vous êtes aux informations générales. Ensuite, chef du département police-justice, vous y tenez beaucoup. Alors ensuite, adjoint directeur de la rédaction, directeur adjoint de la rédaction, j'aime bien les nuances. Et enfin, directeur de la rédaction, vous êtes le patron de la rédaction du journal Le Monde depuis exactement 2 ans. Vous avez écrit 8 ouvrages, qui sont plutôt des enquêtes ou des romans, des enquêtes, des essais. Parfois, la réalité dépasse la fiction, mais je ne crois pas qu'il y ait de fiction dans tout ce que j'ai écrit. Il y en a deux qui sont consacrés à l'effet Le Pen. Le dernier ouvrage, et c'est surtout celui dont on va parler, Les mots volés chez Stock, et Stéphane Corjan, comme d'habitude, va dialoguer avec vous pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous aurez, vous, public, bien sûr, la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Une question quand même d'actualité avant d'aborder les mots volés. Qu'avez-vous pensé de Lionel Jospin hier soir à la télévision? Eh bien, qu'un journaliste soit plutôt habitué à relater les événements qu'à les prévoir. Vous n'êtes pas Madame Soleil. Comment voyez-vous l'évolution de ce problème, voire de cette crise? Non, c'est peut-être pas une crise encore. Est-ce que ça va devenir une crise? Alors Jospin d'abord. Oui, enfin le mot crise justement a été employé non pas tellement par la presse, mais par le Premier ministre lui-même hier, à plusieurs reprises. Il a, même à la fin de son propos, il a eu cette formule en disant si cette crise nous amène à prendre conscience, nous amène à prendre nos responsabilités, etc. Bon, notre point de vue au monde n'est pas tant un point de vue sur le pronostic. Moi, je ne pense pas que nous soyons Madame Soleil, ni Geneviève Tabouy, attendez-vous à savoir. C'est pour les plus anciens qui s'en souviennent. Non, en revanche, sur le constat, nous l'avons écrit depuis le début, il arrive que la presse n'ait parfois pas tort. Et au tout début, juste avant les vacances scolaires de la fin d'année, nous avons publié 2 articles, l'un le vendredi qui s'appelait « Des pauvres, dites-vous », où nous regrettions que la question de la précarité et de la pauvreté ait un peu disparu du discours gouvernemental. C'est un article qui avait été pas tellement apprécié par certains membres du gouvernement, Martine Aubry notamment. Et le lendemain, nous avions publié un éditorial de notre directeur, Jean-Marie Colombani, qui s'appelait « Le doute », point d'interrogation, où nous disions que ça patinait, et qu'il y avait, par rapport à l'effet normal, sinon d'état de grâce, mais au moins de délai de grâce pour toute nouvelle équipe, il y avait un moment de tournant. Nous ne croyions pas si bien dire. 5 semaines après, il est évident que c'est cette situation qu'a dû affronter le Premier ministre. Vous prévoyez un peu comme Pierre Viançon-Comté avait un jour, c'était un peu avant mai 68, avait dit « La France s'ennuie ». Oui, ça, mais voyez-vous, toujours les pronostics. L'article de Viançon-Comté de 68 est un article qu'on fait parler, à mon avis, à contresens. Que fait Viançon-Comté dans cet article? Il dit « La France s'ennuie », il fait un constat, il ne prédit rien. Il dit simplement « Ce serait bien qu'elle bouge, ce serait bien qu'elle s'ennuie moins ». Bon, donc d'une certaine manière, il pourrait se dire qu'il a été entendu, mais non, ce que je veux dire simplement, c'est que, bon, notre analyse à la date d'aujourd'hui, c'est plutôt que le Premier ministre, par rapport au défi dans lequel il était placé hier, a fait plus qu'il n'avait fait pendant les 15 derniers jours, 3 dernières semaines.
plus en tout cas que ses ministres, c'est-à-dire c'est un Premier ministre quand même exposé en l'occurrence, puisque son ministre du Travail et les ministres concernés au premier chef n'ont pas pu le protéger. Et notre analyse très, je dirais, à contretemps peut-être de l'écho des médias ce matin ou des déclarations des associations de chômeurs, c'est que quand même ce que en 5 semaines ces associations et les chômeurs en général ont obtenu hier soir est quand même mine de rien très important. Il y a 5 semaines, les chômeurs n'avaient pas, je dirais, d'identité politique, sociale, médiatique dans notre pays. C'était une réalité comptable, une réalité abstraite, ou que les élus connaissaient, ou que chacun d'entre nous peut connaître, mais en termes de prise de conscience collective dans le pays, il n'y avait pas ça. Hier, ils ont obtenu, je dirais, de fait, au second plus haut niveau de l'État, une sorte de reconnaissance, hein, de reconnaissance forte. Bon. Deuxièmement, je pense que quand le chiffrage, et je crois que c'est aussi pour des raisons, là, je dirais, ce qui est assez compréhensible, de calcul politique, dans la mesure où l'équipe gouvernementale veut probablement tenir les deux bouts, l'Europe et en même temps l'urgence sociale et la construction européenne. Lionel Jospin, comme vous l'avez vu hier, s'est refusé à chiffrer ce qu'il annonçait, ces fameux 5 engagements. Donc, du coup, déception. Les chômeurs, ils attendent un chiffre. Hein, combien ils auront, etc. Bon. Notre conviction, c'est que quand, en mars prochain, Madame Join-Lambert aura fini ses calculs, ses négociations, ses discussions, c'est qu'au fond, les chômeurs s'apercevront qu'ils ont obtenu beaucoup plus que le premier milliard annoncé. Par exemple, quelque chose que la presse n'a pas assez souligné, cette fameuse prime de Noël qui avait provoqué le millefeu aux poudres à Marseille et qui était discutée même par certains chômeurs. Hein. C'était une spécificité marseillaise. Eh bien, ils l'ont eu à Marseille. Le préfet l'a donné la semaine dernière. C'est pour ça qu'il y avait moins de manifestants et qu'à Marseille, le jeu s'est calmé. Donc, les chômeurs ont beaucoup gagné. Bon, enfin, qui ne sera d'accord, je dirais, quel que soit qu'il soit chômeur, qu'il soit dans un parti de l'opposition ou qu'il soit dans un parti de l'actuelle majorité parlementaire, qui ne serait d'accord avec l'idée que le problème n'est pas d'assister les chômeurs, le problème c'est de créer des emplois. Bon, alors après, le débat est ouvert sur comment. Bon. Bien, alors les mots volés, Stéphane Courjon a lu, a noté, a préparé bien sûr beaucoup de questions. Et les mots volés, un livre qui est sorti en septembre 97, ça fait un moment déjà, mais un livre qui reste toujours d'actualité puisque l'affaire n'a toujours pas été jugée. C'est l'affaire des écoutes téléphoniques dont vous avez été victime, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes. Combien de personnalités en tout ont été écoutées ? On a au total de personnalités, de personnes ciblées par cette cellule de l'Élysée sous le premier septennat de François Mitterrand. On a un peu plus de 300 personnes qui ont été placées sur écoute, ce qui veut dire beaucoup plus d'écouter, puisque au téléphone, on écoute aussi les correspondants. Et autrement, nous sommes maintenant une trentaine de plaignants, hein, de tous bords. Il y a des gens de l'actuelle opposition, il y a des journalistes comme moi, il y a des avocats, il y a... Et là, je vous remercie de ne pas avoir commencé par cette question. Il y a évidemment celle qui crée toutes les curiosités, Carole Bouquet, puisque tout le monde se demande qu'est-ce que le président voulait à cette belle femme, avec un certain voyeurisme que nous avons tous. Bon. Mais bon, voilà. On peut rappeler assez rapidement le contexte de la création de ce cabinet noir, comme on l'a appelé. C'était dès 1982. Combien de personnes et dans quel contexte Mitterrand l'a mis en place ? Bon, le contexte, l'argument, c'est le terrorisme. Hein. Ce sont les attentats de l'été 82. Mais je dirais que c'est un prétexte. Bon. C'est la vie privée en dessous. Oui, je crois que François Mitterrand était un homme totalement jaloux de sa liberté. Et y compris au détriment peut-être de celle des autres, hein, c'est-à-dire qu'il avait une obsession très, très romanesque, hein, on n'arrête pas d'en faire de la littérature, mais qui néanmoins peut nous poser, à nous citoyens, un problème politique, puisqu'il a utilisé le pouvoir que lui confère la présidence de la République pour protéger cette liberté. Bon, l'autre élément que nous connaissons a posteriori, c'est que quand même en été 82, ça ne fait guère que 6 mois, 7 mois, 8 mois, que François Mitterrand a appris qu'il était atteint d'un cancer fin 1981 et que quand le professeur Steig lui livre son diagnostic, qui est un diagnostic pessimiste, François Mitterrand a ce mot qu'a rapporté donc le docteur Gubler, indépendamment de ce qui est arrivé à son livre, son témoignage n'est pas discutable, disant « je suis foutu ». C'est-à-dire tout d'un coup, il obtient ce qu'il désirait
plus chèrement la présidence de la République, et quelques mois après, on lui annonce qu'en fait, c'est sa vie qui est désormais en jeu. Donc, il décide de faire de sa maladie un secret d'État. Il décide, on le sait aujourd'hui également, de faire de sa vie privée, c'est-à-dire de sa double famille, bon, ce qui arrive pas à tout le monde, mais ce qui arrive dans les romans balsaciens. Bon, donc il décide aussi que le fait d'être toujours marié avec Daniel Mitterrand et en même temps d'aimer une autre femme et en même temps d'avoir un enfant qu'à l'époque il n'avait pas reconnu et une fille qu'il adorait, qui est à l'évidence son enfant préféré, il décide aussi d'en faire un secret d'État. Bon. Donc, dans ce contexte, voilà, je dirais, les arguments qu'on peut rapporter à François Mitterrand. Mais cette affaire est quand même beaucoup plus ample, parce que qu'est-ce qui se crée en 1982 ? Et si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je suis convaincu que nous n'en avons pas assez pris conscience, parce que ça s'est passé dans une démocratie et ça pose quand même un problème. Il se crée à la présidence de la République un service secret illégal, c'est-à-dire une équipe d'une quinzaine de personnes qui est adossée, qui est un peu la tête pensante, hein, elle est composée de policiers, de gendarmes, de militaires, donc de civils et de militaires, et cette équipe est adossée à des unités, service action, comme on dirait dans un service de renseignement, puisque les unités d'élite de la gendarmerie, plus une nouvelle unité d'élite qui va être le groupe de sécurité de la présidence de la République, vont être un peu comme le bras armé de ce service. Et ce service, qui n'est pas du tout officiel, il y a la confidentialité des services secrets dans une démocratie, mais un service secret, son responsable est nommé en Conseil des ministres, bon, il y a parfois des organigrammes, il y a des règles, bon, il y a une adresse, enfin bon, on sait que ça existe. Là, rien n'existe. Aujourd'hui, nous parlons de cette affaire comme si, en temps et en heure, la presse en avait parlé. Je suis le premier à avoir fait quelques articles là-dessus, mais je ne les ai pas faits à ce moment-là. Je les ai faits bien plus tard. Aujourd'hui, on sait que ça existait. Mais pendant que ces méfaits étaient commis, on ne le savait pas. Alors, quels sont ces méfaits ? C'est que ce service a eu droit, au cœur de la présidence, à avoir de l'argent, mais à avoir un système informatique fichant qui il voulait. Bon. Or, nous sommes aussi dans un pays où il y a une commission nationale d'informatique et des libertés. Nous devons déclarer n'importe quel chef d'entreprise. On ne peut pas collecter des adresses comme on veut. Bon, bref, donc, une pratique de fichage et une pratique de renseignement tous azimuts, hein, sans aucun contrôle, sans aucune barrière. Voilà. Et donc, les écoutes téléphoniques, qui sont, comme j'ai toujours dit, c'est la fainéantise du service secret, l'écoute téléphonique. Vous savez, c'est le raccourci. Quand vous n'avez pas de source humaine, quand vous n'arrivez pas à obtenir des renseignements de quelqu'un, bon, quand vous n'avez pas envie de travailler, en clair, le plus simple, c'est d'avoir un numéro de téléphone et d'avoir les moyens techniques d'écouter ce qui se dit au téléphone. Parce que là, vous êtes sûr que vis-à-vis de votre patron, vous aurez quelque chose à lui montrer. Les imbécilités que Plenel aura dites sur son téléphone, vous pourrez les lui montrer. Bon. Donc vous aurez quelque chose de tangible. Je voudrais vous expliquer cette phrase que vous prononcez. Vous dites, en fait, il ne s'agissait pas tant de se renseigner sur la personne, mais de la dominer en connaissant les ressorts intimes d'une vie publique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire, c'est évident quand on lit les écoutes téléphoniques. Bon, mettez-vous un petit peu j'essaye, dans ma situation. 10 ans après, on vous montre, parce que c'est dans un dossier d'instruction, 11 mois de vos conversations téléphoniques. Et vous vous apercevez que les gens c'est des synthèses, hein, c'est pas un mot à mot, ils s'intéressent totalement à tous les détails. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas à savoir si vous êtes journaliste, donc quel article vous allez écrire. Mais il s'intéresse aussi à vos relations avec la personne avec qui vous vivez. Il s'intéresse aussi à la femme de ménage. Il s'intéresse aussi à votre beau-fils. Il s'intéresse aussi à vos amis. Quand je dis il s'intéresse, c'est-à-dire si vous avez un ami qui vous appelle, après on l'identifie. Donc après on fiche son adresse. Donc on voit qu'est-ce qu'il fait. Alors quand moi j'ai eu tout ce matériel là, sous les yeux, je me suis dit, mais bon, ok, mon travail de journaliste embêtait la présidence. Je peux le comprendre. En tant que démocrate,
tant que républicain, je ne trouve pas admissible qu'en démocratie, on utilise des moyens de police contre un journaliste parce qu'il fait son travail. On peut le critiquer, il n'est pas au-dessus des lois, s'il fait des illégalités, évidemment. On peut polémiquer avec lui, mais on ne peut pas utiliser des moyens de police pour l'empêcher. Le journalisme, la presse, ça fait partie des libertés fondamentales. Mais là, ce n'est pas ce que j'ai vu dans ces écoutes. J'ai vu cela, mais j'ai vu aussi, donc, qu'on se disait, mais Plenel, bon, ça, journaliste, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'amis qui, bon, il a l'air un petit peu, une réputation un petit peu austère, un petit peu, enfin, je ne crois pas que je sois comme ça, mais c'est l'image que j'avais. Bon, et au fond, ben, peut-être que ce type, il a quelque chose à cacher. Alors, bon, il se trouve que je n'ai rien à cacher, mon passé politique, comme ça a été rappelé tout à l'heure, j'ai été, après 68, à l'extrême gauche dans la mouvance trotskiste. Il y a aujourd'hui, même au cœur de l'État, sinon à des postes éminents, des gens qui ont le même parcours. Je veux dire, ça se porte très bien. Et puis bon, voilà. Et moi, j'en ai ni gloire ni honte. Hein, c'est donc, et je ne l'ai jamais caché. Donc bon, il n'y a rien à trouver. Alors, on se dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'intime. Et c'est ça les failles d'un homme public. Bon, supposez que, et ça arrive à tout le monde peut-être, supposez que j'ai eu une vie sentimentale compliquée. Supposez que j'ai eu un beau-fils qui se drogue. Supposez que j'ai eu une fille anorexique avec quelque chose de très compliqué psychologiquement, etc. Supposez que j'ai eu dans ma famille quelqu'un qui avait des ennuis avec la justice. Supposez en clair qu'il y ait eu, et c'est ce qui me donne le frisson rétrospectif, qu'il y ait eu le moindre élément de pression, le moindre élément donnant prise. C'est-à-dire où, au fond, ce que vous avez de plus intime est utilisé pour vous empêcher d'exister publiquement, pour vous empêcher de nuire, entre guillemets, publiquement. Bon. Malheureusement, ça, c'est la violation de la vie privée. Mais malheureusement, comme vous le dites, votre vie privée était sans faille. Est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'il aurait pu advenir si ce n'avait pas été le cas? Ben, c'est ce que je vous dis, c'est le frisson. Est-ce qu'elle était sans faille? Je sais, il y a, puisque toutes les écoutes sont au dossier, donc en tant que partie civile, j'y ai accès. Je connais des personnes qui ont été écoutées, un avocat par exemple, qui n'a pas porté plainte et qui a dit à tout journaliste qui citerait son nom parmi les personnes qui ont été écoutées qu'il lui ferait un procès. Bon. Pourquoi? Il se trouve que, comme ça se fait, je n'ai pas de jugement moral là-dessus, comme ça se fait dans certains milieux parisiens, sur son téléphone apparaissent des entretiens faisant état de consommation, je dirais, mondaine de cocaïne. Bon, voilà, ça arrive dans certains milieux, etc. Et vous, aujourd'hui, cette personne, évidemment que non seulement on ne sait pas comment on a eu prise sur elle à ce moment-là, mais aujourd'hui, cette personne, elle ne portera pas plainte, elle ne protestera pas, elle n'agira pas de manière citoyenne. Parce que pour porter plainte, heureusement que, comme vous dites, je ne sais pas si je suis sans faille, mais en tout cas, disons que j'ai une vie plutôt banale de ce point de vue, il faut accepter que votre vie privée soit la pièce à conviction. Quand le procès des écoutes aura lieu, les plaignants, plutôt les mises en cause, les personnes qui sont mises en examen aujourd'hui, les exécutants de cette équipe de l'Élysée, vont prendre mes écoutes et vont dire devant le tribunal, et je devrais l'accepter, dans le cadre du respect du contradictoire, je devrais ronger mon frein, je devrais rester calme, et ça m'énervera, j'aurai du mal. Ils vont dire, mais regardez ce qu'il disait sur son téléphone. Bon. Et regardez, sur son téléphone, il faisait ci, il faisait ça. Bon. Et là, bon, on peut se rire de tout ça, hein, mais je donne un exemple dans le livre qui m'a fait froid dans le dos, parce qu'on est quand même normalement dans une démocratie adulte développée. Je regarde mes écoutes et je vois une conversation donc de 1985, donc on est 13 ans après aujourd'hui, et je vois que je dis à un confrère, donc la conversation n'est pas du tout in extenso, elle est même, je veux dire, on a uniquement son intitulé, les sujets abordés, et puis il y a marqué résumé 2 points de la conversation avec moi, qui avait donc, comme vous le savez peut-être, cet agréable surnom de Benet, et donc Benet, résumé, et Benet dit à son interlocuteur, ouvrez les guillemets, je le déteste, fermez les guillemets, parenthèse, mais celui qui écoute, celui qui tape ensuite le résumé de ma conversation téléphonique, je le déteste, guillemets, guillemets, parenthèse, Mitterrand. Bon,
13 ans après, moi, je ne sais pas à quelle occasion j'ai pu dire, je ne parle pas comme ça. Alors je me dis peut-être qu'à un moment, je vois la personne avec qui je parlais, je suis plutôt bavard, plutôt assez direct et libre d'expression. Donc je me dis, mais peut-être que j'ai dit, comme on dit, ah je l'adore, ah celui-là je l'adore. Je dis, ah celui-là, vraiment je le déteste. Bon, et je me dis, mais bon Dieu, si quelqu'un a pris la peine d'écouter ça, de prendre la petite pelure au groupe interministériel de contrôle, boulevard de la Tour-Montbourg, aux Invalides, au cœur de ce que l'État français a de plus secret, et de l'amener à la présidence de la République, et aux 2 rues de l'Élysée, aux 14 de rue de l'Élysée, où ils avaient des ordinateurs, de le saisir, de l'entrer sur un fichier, et de le mettre dans une enveloppe, et puis que ça passe dans les couloirs de l'Élysée, et puis d'aller jusque... Monsieur le Président. Et vous êtes sûr que le Président... Je ne suis pas sûr sur celle-là, mais je crois que tout mon livre montre que le Président savait tout ça. Je crois que les archives de Christian Proutot, maintenant, ne délaissent plus aucun doute là-dessus. On n'est pas dans un système où nous avons des exécutants qui ignorent, qui font des choses que le Président ignorait. Je cite intégralement la note qu'écrit Christian Proutot à François Mitterrand à la veille de la cohabitation de 1986, qui est une longue note de 3 pages, qui lui parle longuement du dispositif des écoutes téléphoniques, en prévision d'une situation de cohabitation qui, de fait, va faire disparaître le contingent de 20 lignes, de 20 lignes permanentes auxquelles avait droit l'Élysée au sein de ce centre d'écoute. Et il n'y a aucun doute, tout cela est clairement dit, le Président était là. Et donc je me dis, mais dans quel est cet univers kafkaïen où quelqu'un va... Parce que quel est l'autre intérêt, sinon de le montrer au Président, de dire, mais regardez, Monsieur le Président, on vous déteste. Et quand dans les notes, on voit Benet demande un médecin pour sa femme qui est une otite, Stéphane lui précise lors du départ du train pour Mantes-la-Jolie, vous croyez vraiment que Mitterrand lisait ces choses? Non, je pense que là, on est dans le travail de police qui cherche la faille. Bon, je pars en vacances, oui, en effet, il y a une écoute, nous rentrons de vacances, je me suis amusé à j'ai trouvé une semaine d'écoute de conversation téléphonique, où il se trouve que je rentre de vacances et je ne reprends pas le travail au journal tout de suite. Nous étions en vacances au Sénégal et je reste à la maison. Bon. Ce qui est un événement considérable. Comment? Bon, donc il ne se passe pas, il n'y a pas plein de coups de fil, bon, il n'y a pas de coups de téléphone avec le journal, bon, il est convenu que je rentre plus tard. Bon. Et donc il y a des coups de fil quotidiens, de la banalité quotidienne. Donc oui, je téléphone, j'appelle SOS Médecins, et donc on a Madame Benet a une double otite. Bon, je ne sais pas à quoi ça leur servait, je ne sais pas. Je pense simplement que si vous avez lu parfois des romans de John le Carré, des romans comme ça, vous savez que le dernier livre de John le Carré raconte l'histoire, maintenant que, bon, il n'y a plus l'ennemi soviétique, donc il n'y a plus un monde bipolaire, donc les espions, il faut justifier les dépenses. Donc c'est l'histoire à Panama, au fond, d'une source d'un espion britannique qui lui raconte des bobards, et d'espion britannique qui grandit les bobards pour s'enrichir. Or, comme vous avez vu, la réalité a dépassé la fiction, puisqu'entre-temps, on a appris qu'un espion du Mossad, qui n'est pas n'importe quel service de renseignement, pendant 10 ans, plus que ça, même presque que 20 ans, a fait exister une source syrienne qui n'existait plus. Et il empochait l'argent destiné à cette source syrienne. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, quand on voit ces pièces comme ça, je pense sincèrement que ces gens de la cellule de l'Élysée, ils venaient pour certains DRG, pour certains de la DST, n'étaient pas des mauvais dans leur parti. Ils ont fait comme ils auraient fait pour... On leur dit, il y a une taupe soviétique au ministère de je sais pas quoi, à la belle époque, eh bien, vous cherchez tout. Eh bien, on note tout, parce que tout détail peut être un jour significatif. Peut-être que la double otite, c'est un mot de code. Bon, allez savoir. Et donc, ça donne quand même des choses terrifiantes. Bon, il se trouve qu'à cette époque, elle vit en Bretagne aujourd'hui. Ma sœur avait épousé un citoyen suisse, vivait en Suisse. Suisse, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc, je vais en Suisse. Bon, et donc, je vois, en vacances, Benet et sa femme ils partent en vacances, et donc on a plusieurs conversations téléphoniques jusqu'aux horaires des trains. Bon, c'est simple, quand vous voyez les horaires des trains dans un document comme ça, il y a 2 commentaires possibles. Soit ils se sont dit, non, finalement, on n'en fait rien, soit ils se sont dit, on en fait quelque chose. Et si on en fait quelque chose, ça veut dire qu'ils ont fait, comme on dit en langage de police, une filoche. Allez savoir, est-ce qu'il n'avait pas un compte à l'UBS, à Genève Bon, voilà, on va essayer de savoir.
L'initiative de ces écoutes, êtes-vous sûr qu'elle vient du président ou ce sont des collaborateurs zélés? Encore une fois, mon problème n'est pas tant la chaîne de responsabilité, d'abord parce qu'il y a une instruction judiciaire et dans cette affaire, Le Monde et moi-même, on s'est comporté en citoyen, c'est-à-dire qu'on a considéré que, bon, il ne faut pas jouer comme si on était aux gendarmes et aux voleurs en rigolant. Bon, je savais, j'ai écrit dans La Part d'Ombre en 92 qu'il y avait des écoutes. La cellule de l'Élysée avait 20 lignes en permanence. Bon, une chose est de l'écrire, une chose est de le prouver. À partir du moment où c'est prouvé et où vous en êtes victime, je pense que vous ne réagissez pas comme « Ah ben c'est pas grave, hein, je les embêtais, ils avaient le droit de m'embêter ». Ça, c'est une attitude, à mon avis, cynique et qui n'est pas citoyenne. Donc bon, nous avons porté plainte et donc nous avons mis en branle la machine judiciaire avec un juge d'instruction indépendant, etc. Donc il y aura un procès. Ce sera la première affaire d'État, entre guillemets, qui va, dans ce pays qui a toujours une réticence à faire ça, qui va se terminer dans un prétoire. Donc la chaîne de responsabilité, la justice l'établira à sa façon. Moi, mon souci, c'est, et en ce sens mon livre, je le pense vraiment, ne cherche pas à accabler les exécutants, je pense même qu'il pourrait être utilisé par leurs avocats à bon escient. Ce que je mets en scène, je crois avec des éléments de preuve, hein, je montre... J'ai choisi dans ce livre de n'utiliser que 2 types de documents. Les archives, parce qu'elles sont au dossier d'instruction maintenant, et j'y ai accès, et je ne suis pas tenu au secret de l'instruction. Donc je n'ai utilisé que les archives de la cellule. C'est-à-dire je n'utilise pas des documents qui concernent d'autres personnes, j'utilise en fait toutes les notes qu'envoie le chef de l'équipe de l'Élysée au président de la République. Donc ça montre leur rapport. Ça montre de quoi le président est au courant. Ça montre leur intimité. Ça montre que Christian Proutot était un vrai homme de confiance et intendant. Ça montre que, notamment sur les écoutes, François Mitterrand est au courant, dans le détail. Bon, alors après, moi je n'ai pas la preuve que François Mitterrand a dit « placez-moi un tel ou un tel sur écoute ». Dans mon cas, aujourd'hui, l'un des mis en cause dit « oui, c'est vrai, c'est le président qui a voulu que Plenel soit sur écoute ». Il prétend que c'est à propos de révélations que j'ai faites en 85 sur une affaire concernant l'espionnage soviétique et la DST. Donc, bon, mes avocats et moi-même et Le Monde, nous contestons cette version. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que sur mon téléphone, je ne parle jamais, les écoutes en font foi, de l'affaire au nom de laquelle j'aurais été soi-disant mis sur écoute. Donc, de 2 choses l'une. Soit j'ai été mis sur écoute pour ça, et il fallait arrêter l'écoute au bout d'un mois. Or, elle va durer 11 mois et demi. Bon. Et pendant 11 mois et demi, on va espionner ma vie privée, mon travail de journaliste. Donc, Gilles Ménage dit que c'est le président Mitterrand lui-même, à tout seigneur, tout honneur, peut-être, qui a voulu me mettre sur écoute. Mais sincèrement, si je peux me permettre, le problème n'est pas le problème anecdotique des individus dans cette histoire. Le problème, c'est le problème qui nous concerne pour aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait un livre sur le passé. J'ai écrit 2 livres concernant l'exercice politique de François Mitterrand, qui sont La Part d'Ombre et Un Temps de Chien. Je les ai écrits de son vivant, et je n'ai aucun goût pour le règlement de compte posthume. Donc si j'ai écrit ce livre, c'est pas pour le passé, c'est pour le futur. Quelle est la vraie question que nous pose cette affaire d'écoute téléphonique? C'est pas seulement la question romanesque de François Mitterrand et de ses secrets privés. C'est pas seulement, bien que ce soit amusant, tout ça, le détail, comment ça s'est passé, ça a un côté, c'est une matière presque à roman noir. C'est comment a-t-il été possible, alors que ça met en œuvre l'État, que pour qu'il y ait des écoutes téléphoniques, il faut que le bureau réservé du ministère de la Défense donne son aval, il faut qu'à Matignon, au cabinet du Premier ministre, on signe, il faut que des généraux et des militaires et d'autres gens au centre d'écoute soient d'accord et exécutent. Comment est-il possible que toute une partie de l'État, sans aucun problème, sans aucun clignotant, sans aucun feu rouge, sans aucun voyant orange, ait accepté de faire des écoutes illégales, violant la liberté de la presse, violant les droits de la défense, qui est peut-être même plus grave, puisqu'on a écouté des avocats. Bon, et au fond, au petit bonheur, je veux dire, le fait du prince, c'est-à-dire, en fait, quand on avait une curiosité sur quelqu'un, je le montre en donnant des exemples, on dit « renseignez-vous sur un tel »,
Comme ça se fait dans tout le cabinet ministériel, on dit « Ah bah tiens, j'ai un rendez-vous demain avec machin, ou il y a machin qui veut me voir, est-ce que vous avez une fiche sur lui ?» Eh ben, écoute. Et puis peut-être qu'on va trouver quelque chose au passage. Bon, sans aucune barrière. Et avec par moments une démesure, je cite quand même le cas de Jean Hidernalier, l'écrivain disparu il y a un an. Bon, ou quoi qu'on pense de Jean Hidernalier, pour lequel, pour ma part, j'avais pas une grande empathie, sympathie, mais il y a une persécution totalement démentielle au nom de ce livre qu'il va publier sur Mazarine. Et donc il y a un nombre de lieux publics, de personnes, d'individus qui sont mis sur écoute uniquement pour empêcher la publication d'un livre, et donc un nombre de vies privées violées. Bon, plein de gens savent ça dans l'État. Il y a des énarques, il y a des généraux, il y a des gens estimables, il y a des gens qui représentent normalement notre République, qui acceptent ça. Et pour moi, c'est au cœur d'un vrai débat, qui est que pourquoi ça a été possible? Parce qu'au fond, ça a été présenté à tous ces gens-là, comme on disait sous l'Ancien Régime, service du roi, on leur a dit service du président. Et ça pose en clair le problème de nos institutions, de la solitude monarchique et donc de l'immense pouvoir du monarque dans nos institutions, qui ont peut-être mal vieilli, qui en tout cas manquent de contre-pouvoir et qui en tout cas nous échappent à nous, citoyens. C'est-à-dire que ce que je décris aujourd'hui, rien ne garantit que ça ne puisse être reproduit demain, sauf la morale personnelle du président, sauf la confiance qu'on a dans le président. Or, quand même, si quelqu'un a multiplié les déclarations sur les écoutes téléphoniques, sur les libertés, et en a fait même son capital d'image jusqu'à son élection en 81, ce fut bien François Mitterrand. Mon titre est un hommage. C'est l'affaire des écoutes du micro du Canard enchaîné, où François Mitterrand, il dit « Je ne peux m'empêcher de penser que la dictature du micro est celle des idiots, mais qu'allait-il donc faire de ces millions de mots volés ?» On pourrait multiplier dans les débats parlementaires, et nous avons un expert là au premier rang, le nombre de déclarations qui illustrent ça. Bon. Or, le même homme, sans état d'âme, fait cela. Pour moi, ce n'est pas le problème de l'homme, c'est le problème de comment cela a été possible. Pourquoi rien ne l'a empêché? Vous dites que vous n'êtes pas pour les règlements de compte posthumes. Est-ce que vous avez dit à Mitterrand ce que vous en pensiez en face? Et quelle était sa réaction? J'ai croisé 2 fois François Mitterrand sans lui serrer la main. L'une fois à l'école de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, l'école des commissaires de police. C'est pas parce que j'aurais refusé de lui serrer la main, c'est parce qu'on n'a pas été présenté. Et une autre fois où la seule fois où j'ai été invité à une réception à l'Élysée, et ça ne manque pas de sel puisque j'ai été invité par Gilles Ménage pour son départ de l'Élysée. Ce qui prouve que moi, si vous voulez, je dis les choses très franchement, hein, je n'ai aucune... Gilles Ménage, j'avais des rendez-vous, il pouvait m'écouter, et moi, je rencontre tout le monde et j'estime qu'un journaliste, on en revient au cœur, il a le droit de fréquenter des voyous, des bandits, des énarques un peu voyous, des énarques pas voyous. Bon, on peut multiplier l'énumération. Je veux dire, j'ai rencontré souvent Paul Baril, qui était un acteur de cette histoire, Gilles Ron, enfin bon, je n'ai pas de problème. Alors sur François Mitterrand, c'est très simple, c'est que nos relations n'ont donc jamais existé. Il se trouve que moi, je m'occupais de la police, donc au Monde, il y a des journalistes qui rencontrent le président, il y a des interlocuteurs directs à l'Élysée. Je n'avais aucune raison d'avoir une relation directe avec le président. Il m'arrivait de rencontrer certains de ses collaborateurs de l'époque. Et ensuite, quand les affaires se sont multipliées, beaucoup de gens, je le sais, ont dit parfois à François Mitterrand, mais vous devriez le rencontrer, mais ceci, mais cela, etc. Ces gens venaient me le dire et me disaient très embarrassés, mais pourquoi Mitterrand ne vous aime pas? Et je disais, mais écoutez, moi, ce n'est pas mon problème. Je ne pense pas que la relation d'un journaliste et du politique doit être une relation d'amour. À chacun son univers. Vous connaissez la formule de Pierre Viançon-Pontet. Il disait, dans préface à la République gaulienne, il disait, le journaliste doit connaître beaucoup de monde, doit fréquenter beaucoup de monde, mais il ne doit être l'ami d'aucun. Hein. Je pense sincèrement que dans un espace public démocratique, nous sommes dans des rôles contradictoires. Hein. Nous sommes dans des rôles contradictoires.
nous serons amenés, nous, à sortir des informations qui peuvent déplaire à la personne qui serait notre ami. Nous ne sommes pas dans... J'admets tout à fait qu'un membre d'un parti politique soit un jour langue de bois. J'admets tout à fait qu'il mente au nom de l'intérêt de son parti. Je n'ai pas de jugement moral là-dessus. Mais mon travail, ce sera de dire, ah ben, ce jour-là, il a menti. Bon. Donc voilà, donc on en vient, les relations avec François Mitterrand, on en vient jusqu'à ce que, vous savez peut-être, mais c'est un on-dit-on-dit, puisque c'est rapporté par une de ses anciennes amies, cette formule qu'il aurait employée à mon égard en disant que j'étais un scélérat. C'est un scélérat qui est une formule très ancien régime. Et donc j'ai regardé dans le littré, dans un vieux littré, scélérat veut dire coupable ou capable de grands crimes. Alors du coup, comme j'ai découvert que Voltaire, dans ses affolements, quand il était pas loin de la frontière suisse, et qu'il avait peur d'avoir des problèmes avec la cour, dans ses courriers se disait « Oh là là, mais je risque d'être criminel de lèse-majesté », je me suis dit « Mais au fond, peut-être que François Mitterrand avait raison. Coupable ou capable d'un grand crime, peut-être étais-je criminel de lèse-majesté ». Vous êtes et vous avez été un grand journaliste d'investigation, reconnu, vous avez sorti, comme on dit, un certain nombre d'affaires. On a du mal à imaginer qu'à l'époque, vous n'étiez pas au courant de ce cabinet noir de l'Élysée. Est-ce que vous l'avez appris en 93 comme tout le monde, ou est-ce que vous saviez qu'il existait? Moi, je savais que la cellule de l'Élysée avait des pratiques excessives, puisque le fond de cette obsession qu'ils ont eue à mon égard est liée au travail que je fais sur eux. C'est-à-dire que je montre que l'affaire des Irlandais de Vincennes était un montage, donc je le démontre, je continue à enquêter là-dessus, donc ça leur pose des problèmes, puisque certaines parties de l'État, quand même, disent cette équipe fonctionne mal, nous ne voulons pas la voir, la police se rebelle contre ces pratiques, enfin tout ne se passe pas bien à cause de ce que je rends public. De la même manière, je savais qu'ils avaient un système informatique et je savais qu'ils avaient accès à des écoutes téléphoniques. Mais je dois avouer que je n'en mesurais pas à ce point l'ampleur. Vous n'imaginiez pas pouvoir être écouté? Et pour moi, l'ampleur, je la connais depuis les archives de Christian Proutot, que nous ne connaissons que depuis le début de cette année, de l'année dernière, hein, depuis qu'elles ont été trouvées opportunément. Bon, ça, c'est leur règlement de compte entre eux, dans un box dans la banlieue parisienne. Bon, et là en effet, je cite les documents, je veux dire, il y a des choses qui n'étaient pas du tout connues. Je sais que le commissaire Robert Broussard, là, qui sort des mémoires, a utilisé en partie ce qu'il y avait, ce que je publiais. Par exemple, la première année, ils ont joué à la guerre clandestine en Corse, de manière... Personne ne l'a su à l'époque. Je raconte à partir des documents, puisque j'ai essayé de me faire le scribe le plus froid. J'ai essayé de ne pas du tout écrire ce livre comme un récit à la première personne, comme un essai. J'ai essayé de... Voilà, je suis un historien qui a les archives d'un service secret. Et je fais comprendre au lecteur progressivement l'ampleur de ce service secret. Et donc sur la Corse, ils ont fait des missions baptisées Soleil, etc., qui étaient des missions, enfin, dignes du James Bond, hein, je crois que je les décris parfaitement, et où, au fond, sur une portion du territoire national, ils avaient décidé, dans leur tête, de déclarer une guerre clandestine, une guerre secrète contre le mouvement nationaliste. Vous n'adoptez pas un ton très virulent dans le livre, mais beaucoup plus ironique, et vous prenez un certain plaisir, on le comprend, à révéler tous ces secrets. Est-ce que c'est un peu une revanche de révéler ce qui s'est fait sur vous après qu'on ait essayé de vous espionner? Non, c'est pas... Si vous voulez, c'est très simple. Je ne voulais pas faire de livre sur les écoutes téléphoniques. Il y avait... L'instruction judiciaire était en cours. Bon, peut-être que le secret de défense allait être levé, et c'était pas au départ, je ne voulais rien faire. Et ce qui s'est passé, qui m'a fait basculer, si vous voulez, dans l'envie de l'écrire, un petit peu, comme je le dis, un peu pour me libérer moi-même, c'est le fait que donc l'une des personnes centrales de cette affaire, c'est-à-dire Gilles Ménage, qui est le préfet, qui était un des collaborateurs principaux de François Mitterrand, a décidé un peu de retourner la situation et de publiquement essayer de se défendre en accablant les victimes. Bon, moi je fais mon travail, si je me comporte mal au regard de la loi, on a le droit de me poursuivre, si mes articles ne sont pas au-dessus de tout soupçon, on peut polémiquer avec moi, on peut me détester, c'est normal. Bon, simplement, là, Gilles Ménage, pour se défendre, est passé à une autre analyse, c'est-à-dire de dire, mais regardez, ce type était, parce qu'il faisait des articles dangereux,
parce qu'il faisait des articles déstabilisant le président, était un danger pour la présidence, et donc il était légitime de l'écouter. Hein. Il était légitime. Bon, ce qui est un vrai problème démocratique, qu'un préfet, que quelqu'un qui quand même incarne une partie de l'autorité publique, dise ça, à mes yeux, c'est dangereux, c'est grave. Bon. Et donc on s'est trouvé dans une situation où moi je préfère qu'on m'oublie dans cette histoire. Hein. Mais tout d'un coup, voilà, la victime devient le coupable. La victime, la pièce, au fond, la pièce qui prouve les faits, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques, devient un élément à charge contre la victime. Et donc, si vous voulez, rien n'est pire pour un journaliste qui d'habitude est habitué à commenter ou à rendre compte de choses qui ne lui arrivent pas, de se trouver acteur, de se trouver tout d'un coup... de voir au journal de TF1 Gilles Ménage dire « Voilà, monsieur Plenel, mais c'était tout à fait normal de l'écouter. » C'est le journal quand même regardé par le plus de Français. Alors, et de se dire « il faut quand même appeler le lendemain TF1, dire « Mais écoutez, quand même, vous avez donné 10 minutes à monsieur Ménage pour dire que... » Globalement, la personne qui écoute pas, je dis, mais il y a l'histoire d'espionnage et tout, mais Plenel, c'était peut-être un espion très dangereux. Il était peut-être, est-ce qu'il était à la CIA ou au KGB, on s'y perd, mais en tout cas, il était dangereux. Donc vous vous dites, et donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon, et alors, deuxième temps, je me suis dit, comment je vais raconter ça? Je pouvais raconter ça, et peut-être ai-je eu tort de ne pas le faire comme ça, comme je vous le raconte ce soir, c'est-à-dire avec une grande part d'implication personnelle, et au fond, une première personne, je veux dire, à la première personne, puisque je ne peux pas m'y dérober, je suis au cœur de cette affaire. Mais je me suis dit, au fond, là, si je le fais comme ça, je vais à nouveau tomber dans ce soupçon de régler des comptes, justement. Alors que moi, ce que je voudrais, en écrivant ce livre, c'est faire comprendre à beaucoup de monde que cette histoire est une vraie leçon d'instruction civique dont ils doivent s'emparer. Est-ce que vous avez été surpris et même déçu de voir qu'il n'y a pas eu plus d'indignation lorsque l'affaire a été révélée? On voit qu'aux États-Unis, il y a eu des conséquences énormes avec une autre affaire. Je suis, en clair, je pense que... Mitterrand aurait dû démissionner. Cette histoire, la révélation de cette histoire, ça fait il y a 5 ans. 5 ans. Les faits dont il s'agit ont commencé il y a 15 ans. Alors, notre pays peut continuer, je ne compare pas, hein, mais notre pays, chaque fois qu'il y a quelque chose au cœur de l'État qui n'est pas propre, peut continuer à mettre ça au fond d'un placard. Et après, ça donne ce qui nous arrive, vous avez lu les hebdomadaires cette semaine, qui provoquent des débats, ça donne ce débat qui nous partage tous sur le procès Papon. Je ne mets pas qu'il y ait d'égalité, encore que, quel est le problème du procès Papon? C'est le problème d'un préfet qui obéit, secrétaire général de préfecture qui obéit. Et c'est le débat sur la responsabilité morale du haut fonctionnaire qui obéit et qui accepte de faire des choses qui, au bout du compte, sont jugées illégales. Et encore là, plus qu'illégal, des crimes contre l'humanité. À mes yeux, le problème éthique, moral, du point de vue d'un lecteur de Charles Péguy comme moi, c'est-à-dire une seule injustice et le contrat social est rompu. Hein. Eh bien, de ce point de vue-là, le problème que pose cette affaire est le même. Nous avons eu un petit échange devant un tribunal à cause d'un petit procès en diffamation avec Gilles Ménage, et je dois dire que j'ai vu quelqu'un que je connais, qui est un préfet de la République, dire au fond, mais oui, c'est normal. C'est-à-dire dire... avoir perdu tout interdit moral. J'admets tout à fait quelqu'un qui dit « oui, j'ai reçu des ordres, je le fais, bon, et puis je ne vais pas essayer de me justifier ». Mais là, bon, et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que cette histoire, qu'est-ce qu'elle montre dans une démocratie développée, où nous ne vivons pas des drames, où normalement nous sommes avertis des questions de liberté, etc. Eh bien que dès que le président est au cœur du dispositif, eh bien, nous ne faisons pas notre travail démocratique. Dans toute démocratie normale, la révélation d'un service secret, illégal, caché au cœur de la présidence, aurait dû provoquer un vrai scandale. Et je dirais que tout le monde est complice de ça. L'opposition de l'époque. Parce que tout le monde est dans ce jeu monarchique, institutionnel, qui, à mon avis, pervertit notre démocratie. Eh bien, n'a pas fait son travail d'opposition à l'époque. Bon, or, si tout cela était possible, c'est bien parce que tous les 7 ans, une durée inédite dans toute autre démocratie, nous votons pour un homme qui, pendant les 7 ans où il sera au pouvoir, est un irresponsable au regard de la loi.
Rien ne peut l'atteindre. Aucun contre-pouvoir ne peut véritablement l'atteindre. Et donc, je pense que ça pose un débat qu'on ne va peut-être pas aborder ce soir, mais qui est le débat sur les institutions. Vous m'avez posé la question sur le fait divers tout à l'heure. Moi, je fais partie des journalistes qui pensent qu'il n'y a aucune matière qui ne soit pas noble. Le fait divers, souvent on nous reproche, on dit vous ne parlez que des trains qui déraillent, vous ne parlez pas des trains qui arrivent à l'heure. La plupart des trains arrivent à l'heure. Néanmoins, je pense que dans notre rôle d'information, d'aiguillon de la vie démocratique, un train qui déraille nous en apprendra plus sur un dysfonctionnement technique à la SNCF, le climat social à la SNCF si un conducteur de train s'est engueulé avec son chef juste avant. Bref, nous alertera sur des dysfonctionnements de cette entreprise. Donc c'est la même chose. C'est un fait divers, ça. Le fait qu'il y ait eu des écoutes téléphoniques, c'est un fait divers, on en parle, c'est de la police, c'est un peu de l'ombre et tout. Mais c'est un fait divers, c'est-à-dire un train qui déraille, c'est-à-dire un accident de la vie démocratique, qui dit des choses qui sont au cœur du fonctionnement de notre État et d'une interrogation démocratique qui vaut toujours. Avec votre permission, on va peut-être allumer la salle. Un ou deux micros vont se promener parmi vous, comme d'habitude. Vous levez la main avec un petit peu d'avance pour qu'on gagne du temps. Pendant que la première question, avant que la première question ne soit posée, une toute petite question qui ne se veut pas ironique, qui va peut-être vous choquer, vous choquer un peu. Elle a dû être posée d'ailleurs certainement. La liste des 300 a été publiée, sans doute. Est-ce que certains de ceux qui ne sont pas dans les 300 ne sont pas vexés? Parce que finalement, les 300, c'est un peu le Gotha du Ouzou. Non, ce n'est pas la liste des 300 qui a été publiée. On a 300, quand je dis 350 noms de cibles. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont été écoutés, on ne sait pas qui ils sont. C'est-à-dire on a plusieurs benets, on a plein de noms. Je veux dire, en général, ils construisaient les pseudonymes à partir des premières lettres du nom. Et dans mon cas, ce qui prouvait que c'était une écoute téléphonique, comme on dit, administrative, ma compagne, son nom commençait par BEN, et donc bon voilà, ils ont bâti, et la ligne téléphonique était à son nom. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui a été publié, notamment dans les hebdomadaires, c'est tous les noms qui se trimballent dans le dossier, et je l'explique, je crois, dans le livre, c'est-à-dire les fichiers qu'ils ont faits. C'est-à-dire que, par exemple, si vous me téléphoniez, vous pouviez après vous retrouver fiché dans leur ordinateur. C'est-à-dire, voilà, vous me téléphonez ou je vous appelle, nous avons des relations, on discute, etc. Bon, ben après, il y a votre nom, et il y a, voilà, parce que vous faites partie de l'univers. C'est comme ça qu'il y a un dossier totalement sidérant qui s'appelle le dossier kidnapping, qui est le dossier qui est fou, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont fréquenté ou croisé ou se souviennent de Jean Edernalier et de ses provocations. Jean Edernalier était quelqu'un qui ne supportait pas de ne pas exister, donc qui appelait au téléphone la terre entière. La terre entière. Et puis qui avait des conversations qui étaient comme une sorte de torrent verbal. Et donc on se retrouve avec un fichier où, en effet, comme je le dis, Aragon était déjà mort, mais il y a Aragon dans le fichier. Bon, parce qu'à un moment, personne ne sait pas, tiens, il a mis Aragon, et l'ordinateur sort le nom d'Aragon, qui est sorti d'une conversation téléphonique. Bon, et je raconte ça, mais se trouve aussi Bernard Pivot, se trouve aussi, enfin, bon, tout un univers. Alors c'est vrai que je ne suis pas du tout, je suis content de cette question. C'est-à-dire que, au contraire, une des raisons, vous me disiez au fond... mais bon, pourquoi avoir fait comme ça? Pourquoi est-ce que c'est de la colère et pourquoi cette distance? Une des raisons de me mettre à distance, comme vous l'avez vu, j'ai choisi, et peut-être n'est-ce pas heureux, je ne sais pas, j'ai choisi de me mettre d'oublier le jeu, et donc au fond, comme dans un roman d'Agatha Christie, c'est la dernière ligne, comme dans les Diptyque, c'est la dernière ligne qui est au jeu, qui est à la première personne. Et même le nom de Mitterrand n'est prononcé qu'à la dernière page. Le but étant, au fond, qu'on se dise, mais ça pourrait m'arriver à moi. Bon. Et qu'est-ce qui m'a poussé à ça? C'est que justement, dans cette affaire, ce qui prouve que nous ne prenons pas assez au sérieux les problèmes qu'elle pose, c'est que la façon dont nous en parlons, c'est une façon anecdotique. C'est-à-dire que quand j'ai été sur le plateau de Bouillon de Culture chez Bernard Pivot, c'était pas c'était un peu, enfin ça c'est pas, j'ai trouvé ça un peu pesant parce qu'il y avait 3 avocats, donc évidemment les avocats, c'est normal, moi je comprends très bien, ils sont tout de suite du côté du coupable. Donc tous, ils disaient, mais finalement, on venait voir des images, ce pauvre Mitterrand, ben,
vraiment, c'est maintenant qu'il faut le défendre. Et puis vous avez gagné votre cause. Quel est le problème? Bon. Et là, tout d'un coup, je vois maître Paul Lombard dire ah oui, moi je suis vraiment déçu. Je ne suis pas sur les écoutes. Je ne suis pas sur les écoutes. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça insupportable. J'ai trouvé ça insupportable. Parce que, bon, être sur les écoutes, ça veut dire qu'en effet, si maître Lombard avait beaucoup de maîtresses et une vie sentimentale compliquée, bah, cette vie privée, elle était sur les écoutes. Alors, question. Si vous pouvez vous lever, c'est mieux. Où est le micro? Il est toujours dans la main de... Personne ne lève la main, là? Levez la main, comme d'habitude. Je vous demandais si vous n'aviez pas été surpris par le manque d'indignation qu'a suscité cette affaire. Il y a quand même une conséquence, vous le dites dans le livre, c'est le suicide d'un des membres de l'équipe. Oui. Est-ce qu'on sait ce que sont advenus tous les membres de ce cabinet? Oui, ben, écoutez, le principal exécutant, c'est-à-dire celui qui... Non, le principal exécutant, c'est celui qui allait... Celui qui était surnommé, qui est un breton, hein, capitaine Guézou, enfin, il a terminé capitaine, c'était un sous-officier au départ, il était surnommé Gaël, c'était son surnom au travail, et c'était lui qui allait presque comme au bureau. Il faut s'imaginer la vie du bureaucrate du renseignement, c'est-à-dire qu'il allait au groupe interministériel de contrôle, et il prenait la production, c'est-à-dire les bandes magnétiques, il les décryptait, il ramenait, il voyait ce qui devait être saisi sur les ordinateurs de la cellule. Ça brassait toutes sortes de la cellule de l'Élysée. Et donc, lui s'est suicidé au moment où il a appris sa mise en examen. Bon, je pense qu'on ne peut jamais faire parler un suicide, hein, donc, je veux dire, c'est toujours indécent. Je dirais simplement les faits, c'est-à-dire que les amis du capitaine Guézou, c'est-à-dire les autres mis en examen, Gilles Ménage, Christian Proto, ont évidemment accusé la justice et les plaignants d'être responsables de ce suicide, c'est-à-dire le fait que nous ayons mis en branle cette machine fait que quand il a reçu son courrier de mise en examen, alors qu'on lui disait qu'il serait hors d'atteinte, il n'a pas supporté. Bon, moi, je veux dire... Je ne réponds même pas à ça, je veux dire, c'est pas mon... Bon, voilà, il s'est suicidé, en tout cas, c'est l'homme qui avait tous les secrets de cette histoire. C'est l'homme qui savait tout. Alors, tous les autres, eh ben... recasés. Recasés, en fait, comme cette histoire dure depuis longtemps. Christian Proutot est un préfet comme on dit... oui, c'est ça, voilà, c'est-à-dire qu'il touche son salaire sans fonction actuellement. Gilles Ménage est dans la même situation, après avoir été président d'EDF. L'intellectuel de l'équipe, le général Esquivier, est actuellement le plus gradé et le plus jeune à grade égal des généraux de la gendarmerie. Et il devait partir cet été, mais il a été prolongé avec une étoile supplémentaire. Il a été pendant toutes ces dernières années le patron de toutes les écoles de formation des gendarmes. Donc je suppose qu'il les a formés avec déontologie et respect du code de procédure pénale. Et puis Pierre-Yves Gilleron, qui était policier, a été le dernier à quitter Brazzaville au moment de la prise par les troupes de Pascal de Sassou Nguesso, parce qu'il était le conseiller militaire de l'autre, de Pascal Lissouba. Il y en a encore, Jean Orluc, qui est des renseignements généraux, est à la retraite, et puis beaucoup des autres policiers des renseignements généraux ou d'autres sont toujours en activité. Et il y en a un qui faisait parler de lui un peu avant le 1er juin cette année, puisqu'il était le conseiller pour la sécurité personnelle, sécurité privée du Premier ministre Alain Juppé. Bon. Donc disons que les compétences se recyclent toujours et que parfois elles s'exportent. J'imagine que oui, mais vous... Pardon. Alors les mains se lèvent, enfin les mains se lèvent. Il y a deux mains qui se lèvent ici, une troisième ici. Juste une question, le temps que le micro arrive, si vous permettez. Alors, est-ce que vous vous souvenez du jour, mais j'imagine que oui, vous avez eu devant les yeux toutes ces pages d'écoute sur vous, quand vous les avez refermées, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Le vrai jour, c'est pas la première fois. La première fois, c'était en 93, février, hein, donc ça va faire exactement 5 ans. C'était quand Libération a publié donc les premières écoutes me concernant. Donc il y en avait une grosse dizaine. Bon, qui raconte
bon, moi, je me suis dit, bon, ben oui, je porte plainte, Le Monde a fait son travail, on a porté plainte, et j'en ai pas fait une affaire, ça m'a pas bouleversé. Tout de suite, ma compagne, qui n'est pas du tout dans un métier public, hein, qui est dans la recherche scientifique, et qui est dans un autre univers que l'univers public des journalistes, des hommes politiques, etc., n'a pas réagi pareillement. Vous ne voyez pas ce que venait faire cette intrusion. En plus, bon, métier de journaliste, le sien, et puis quand on se rend compte, on parle d'autre chose. Hein. Je veux dire, moi, il y a des journalistes qui, par exemple, reçoivent beaucoup leurs informateurs chez eux, etc. Bon, moi, j'essaye de cloisonner vie privée, vie publique. J'étais bien servi. Là. La cloison n'était pas vraiment étanche. Et donc... Et donc, elle, tout de suite, m'a mis comme ça une petite alerte. Et en fait, c'est 1 an et demi, 2 ans après que, pour moi, ça a basculé quand, dans leur règlement de compte interne, puisqu'on pense que la justice a l'intime conviction il le dément, que c'est Paul Baril qui fournit des doubles, des disquettes, enfin bon, bref, ils règlent leur compte, hein, ils se bagarrent entre soldats perdus. Bref, quand est arrivée l'ultime livraison, tout d'un coup, je me suis retrouvé à être celui qui a hélas aujourd'hui dans le dossier d'instruction le plus de compte-rendu d'écoute, et je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 11 mois de conversation téléphonique. Hein. Et là, tout d'un coup, en feuilletant ça, et je dois avouer, pour tout vous dire, que je n'ai pu vraiment toutes les lire que pour faire ce livre. C'est-à-dire donc, au moment, la première fois, j'ai feuilleté, puis j'ai arrêté. Et après, il y avait un déclic. J'ai arrêté. Parce qu'en effet, il y a ce côté comme si... bon, est-ce que vous vous souvenez, encore une fois, de ce que vous avez fait dans votre vie privée, dans le détail, depuis 10 ans? Et quand vous avez tout est noté comme ça, et puis... Non pas qu'il y avait des choses que je regrettais, c'est pas ça. C'est que tout d'un coup, l'intrusion, le viol, l'expression n'est pas innocente, est palpable. Et puis un côté comme ça... Je sais pas, moi, je me retourne pas en arrière, donc il y a un côté... comme une odeur de drap un peu ranci, de vieux placards moisis. Bon, vraiment, ça veut dire quelque chose. Hein, l'intimité. Pardon. Très bien. Alors, question, madame. Est-ce que ça a changé votre manière de vous servir du téléphone? Peut-être. Non, mais si vous voulez, je le dis, je fais un clin d'œil à Jean-Marie Colombani, qui, comme vous le savez, est un grand ami, et puis qui est maintenant directeur du Monde. Bon, il m'a nommé directeur de la rédaction du journal. On a beaucoup mené de bagarres dans ce journal ensemble, et on essaye de le sauver ensemble. Et je fais un clin d'œil parce que, en retrouvant les écoutes, je trouve une conversation téléphonique avec Jean-Marie, et où il me dit, Jean-Marie Colombani est quelqu'un de moins bavard que moi, plus réservé, plus... et donc il a cette formule, il dit, bon, voilà, et puis tu salues ceux qui nous écoutent. Bon. Et je vois dans l'écoute, ceux qui nous écoutent, noter... Jean-Marie Colombani, et tu salues ceux qui nous écoutent, et mettre ce point d'exclamation. Bon, c'est-à-dire c'est une sorte de truc en boucle comme ça. Alors j'ai trouvé ça drôle, et c'est vrai que ce qui nous arrive avec Jean-Marie Colombani, vous devez vous douter, c'est vrai qu'un journal comme Le Monde a une certaine influence, c'est vrai qu'il a du pouvoir, et vous vous doutez que souvent le soir, nos journées ne s'arrêtent pas, elles commencent tôt le matin, mais elles ne s'arrêtent pas, le soir, souvent vers 10h, 10h30, 11h, je fais le point avec Jean-Marie Colombani sur ce qu'il y aura dans le journal du lendemain. Et avant notre réunion de 7h30 du matin, la fameuse conférence où nous sommes tous debout, nous discutons de, on pourrait mettre ça en première page, quel est le sujet dominant, sur quoi on va faire l'éditorial. Donc nous, au téléphone, nous en venons forcément à commenter l'actualité du moment. Par exemple, à dire, vraiment, Martine Aubry, mais vraiment, elle n'a rien compris, son entêtement, on peut dire pire au téléphone, hein, quand vous êtes avec un ami, traduisez ce que je viens de dire de manière plus brutale. Bon, et j'aime bien Martine Aubry, hein, c'est rien contre elle, mais je pense à le fait que tout le monde peut se dire, c'est assez simple à comprendre, que le mouvement que fait le gouvernement vis-à-vis des chômeurs depuis 10 jours, 15 jours, s'il l'avait fait début janvier, il ne serait peut-être pas, lui, le gouvernement, c'est son problème, mais il ne serait peut-être pas tout à fait dans la même situation. On voit bien ce genre de faux pas en politique, quoi. Et donc, très souvent, avec Jean-Marie Colombani maintenant, je lui dis, mais tu te rends compte de ce que nous venons de dire? Et je me dis, imagine-toi l'écoute téléphonique, parce que moi, j'ai vu maintenant ce que ça donne. Je sais pas, regardez comment au téléphone, nous avons pu commenter, entre nous, la bourde de Jacques Chirac, ce qui en était une, à nos yeux, de la dissolution. Bon.
Et là, bon, vous voyez très bien comment... Et vous vous imaginez, donc Jacques Chirac est président, vous imaginez que nous soyons sur écoute téléphonique, je n'en sais rien, et imaginez donc le compte-rendu qui enlèvera l'humour, qui enlèvera les rires, qui tout d'un coup donnera quelque chose de notarial à vos déclarations, et qui arrive, alors Jacques Chirac, qui en effet a des relations actuellement compliquées avec le monde, eh bien ça va le renforcer dans sa paranoïa. C'est-à-dire qu'au lieu de juger le monde sur ce qu'écrit le monde, il va le juger sur ce que dit son numéro 1 et son numéro 2 au téléphone. Il va dire, mais vraiment, c'est des enfoirés, quoi, comme Jacques Chirac peut dire. Là, je ne crois pas que je le fais parler outre mesure. Monsieur. Oui, je voudrais vous poser 2 questions. La première, pensez-vous que ces écoutes aient permis d'arriver à des problèmes, disons, de chantage? Je ne parle pas de chantage, évidemment, financier, encore que certaines affaires pourraient le laisser penser, mais à des chantages politiques. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez dit, en fait, en mettant en cause l'institution, vous avez parlé à plusieurs reprises de la démocratie. On peut estimer, c'est mon avis, nous ne sommes pas vraiment en démocratie, mais dans un régime présidentiel. Et dans ces conditions, est-ce que c'est, à votre avis, inhérent à un régime comme celui-là? Autrement dit, est-ce qu'avant 1982, vous estimez que ces pratiques existaient déjà? Je vais commencer par la deuxième question. Évidemment que ces pratiques existaient déjà. Je veux dire, toute la chronique des débats parlementaires, toute la chronique des déclarations des ministres de l'Intérieur quand ils commencent à prendre leur poste, n'en oubliez pas un de ce point de vue. Hein, Jacques Chirac a succédé un temps éphémère à Raymond Marcellin, on l'oublie, hein, et a fait des déclarations très fortes sur les écoutes téléphoniques à l'époque. Bon, on le sait tous, et l'opposition comme la majorité de l'époque savent tous que la pratique de l'utilisation des écoutes téléphoniques à des fins politiques, à des fins partisanes, a existé. Bon. Ça, c'est établi. Bon. Ensuite, je suis, moi, comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Je dis qu'en l'état actuel de notre connaissance, nous n'avons aucune preuve que sous les présidences de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing, il y ait eu un système direct d'écoute téléphonique dépendant de l'Élysée. Je veux dire par là qu'avant 1981, nous savons qu'il y a eu un détournement du travail des services de renseignement normaux, une politisation, quelque chose de critiquable. On utilisait les renseignements généraux à des fins partisanes. On demandait à la DST de faire des enquêtes un peu sur commande. Ok, ça a existé. Mais on demandait à des institutions, à des services plutôt, qui existaient justement. Si la presse de l'opposition de l'époque, c'est-à-dire de la gauche, dans les années 70, a pu dénoncer ces pratiques, a pu faire vivre le débat public sur ces pratiques, c'est parce que, justement, cela se passait, par exemple, aux renseignements généraux ou à la DST, services policiers, c'est-à-dire services où il y a des personnes qui sont d'opinions diverses, qui sont des civils, qui ont le droit d'être syndiqués. Et donc, il y avait des fuites. Et donc, il y avait un espace public contradictoire. Donc, certes, il y avait des pratiques détestables et discutables, mais il y avait le moyen pour la presse de les connaître, pour les citoyens de les dénoncer, pour l'opposition de les brandir contre la majorité de l'époque. J'estime, en l'état actuel de notre connaissance, de ce que l'on sait, parce qu'on n'a aucun autre exemple dans l'histoire de la Ve République, avec des preuves sous les yeux, eh bien que là, c'est la première fois qu'on a choisi un circuit court. Si vous choisissez un service de renseignement à domicile, composé de gens qui vous sont totalement dévoués corps et âme, ayant accès aux fonds spéciaux, vivant en clair sur la bête, un petit peu, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc, ayant droit à des écoutes téléphoniques, mais masquées, puisque c'était la présidence, mais sur le contingent de la DGSE, eh bien, vous ne prenez aucun risque. Et comme Christian Proutot l'écrit à François Mitterrand en 1986, grâce à ce système, notre production n'est pas diffusée.
Elle vient du GIC directement à l'Élysée. Donc il y a secret total. Bon. Donc le mécanisme choisi en l'occurrence pour moi est inédit. Jamais de mémoire de journaliste ou d'historien pour l'instant, nous ne pouvons affirmer, on peut prêter tout ce qu'on veut à Jacques Faucard par exemple, et peut-être est-ce légitime, mais nous ne pouvons pas prouver et nous ne pouvons pas affirmer qu'il y avait un service secret installé à la présidence de la République sous Jacques Faucard, aux côtés de De Gaulle, avec des écoutes téléphoniques, avec quelque chose qui s'émancipait totalement de l'État et des règles communes imposées à l'État et à ses fonctionnaires. Donc c'est quelque chose de totalement inédit. Deuxièmement, et je vais essayer d'être bref, deuxièmement, il est évident que si cela a été possible par la volonté de François Mitterrand sans doute, mais cela a été possible parce que le système institutionnel le permet. Je suis de votre avis, non pas sur le mot régime présidentiel, parce que je pense qu'il y a des régimes présidentiels qui, justement, le président des États-Unis n'est pas dénué de pouvoir, mais ça, il n'empêche qu'il doit rendre des comptes. Il n'empêche qu'il ne peut faire que 2 mandats de 4 ans. Il n'empêche que les services de renseignement sont contrôlés par les membres du Congrès. Il n'empêche que... et ainsi de suite. Bon. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes au cœur simplement d'un problème où, à mes yeux, mais je crois que ce soir, ce n'est pas le lieu d'avoir longuement ce débat, vous aurez compris que je suis plutôt de ceux qui pensent que cette République, instituée pour un homme assez unique, dans des circonstances historiques assez uniques, a aujourd'hui vieilli et qu'elle doit revenir à une essence plus démocratique qui ne se ramène pas au pouvoir d'un seul homme. Quant au chantage, je n'en sais rien. Je peux le supposer. Il est évident que c'est un moyen de faire pression sur les gens. Je complète la question. Vous parliez tout à l'heure du fait du prince et de la nécessité d'un contre-pouvoir. La cohabitation est parfaite dans ce domaine. Qui détient aujourd'hui les écoutes téléphoniques? Est-ce que c'est le Premier ministre ou le Président de la République ou c'est normalement le Premier ministre qui contrôle. Et de fait, c'est ce qui s'est passé en 86, puisqu'à partir de 86, la présidence de la République n'a plus eu accès aux 20 lignes d'écoute téléphonique. Mais du coup, comme vous le savez, ce qui s'est fait à ce moment-là, ce sont des écoutes sauvages qui existent beaucoup, notamment dans l'affaire du Conseil supérieur de la magistrature qu'il avait illustré, puisque c'était à la demande de la présidence qu'un huissier suspecté de faire des fuites avait été branché. Bon, pour moi, je veux dire, bien sûr que la cohabitation met la contradiction au sommet, mais ce serait encore un autre débat. Pour moi, la cohabitation est quelque chose, d'un point de vue démocratique, de très délétère. C'est-à-dire que je sais qu'on pense qu'elle est populaire, que tout le monde aime bien ça. Je pense qu'elle signifie 2 choses. Premièrement, que ce soit en 1986, en 1993 qu'en 1997, les élections législatives, elles ne sanctionnent pas un Premier ministre, elles sanctionnent la majorité présidentielle. Donc elles sanctionnent le président. Bon. Et je dirais qu'elles le sanctionnent à la puissance 10 quand elles sont provoquées par une dissolution qu'il a lui-même décidée. Bon. Nous sommes dans un système où le président peut s'exonérer de cette sanction, peut considérer qu'elle ne l'atteint pas. Il n'est jamais atteint. Il est irresponsable au regard de la loi, cas de haute trahison excepté, il est hors d'atteinte de toute contradiction. Bon. Et donc, c'est bien le premier problème. Le premier problème, c'est que le pays a voté quand même, a fait une sanction dans un sens, mais que, bon. Le deuxième problème, c'est que moi, je suis un peu simple dans ces cas-là, surtout dans un pays où quand même la démocratie patine, où il y a des gens qui sont... Quand je dis la démocratie patine, pour moi, le symptôme, vous l'aurez compris, c'est le fait que beaucoup de nos compatriotes votent pour un parti non démocratique et que nous soyons la seule démocratie à avoir de tels scores pour un parti d'extrême droite. Et je dirais que dans un tel système, comment ne pas lui donner des arguments quand on se dit mais au fond, ces 2 hommes se sont totalement affrontés durement lors d'une campagne électorale, et puis tout d'un coup, hop, il y a une cohabitation, là on les voit serrer la main, on les voit prendre des décisions en commun, on les voit se faire des sourires, on le voit se respecter, parce qu'on doit respecter la fonction, et puis tout d'un coup, supposons qu'il y a une présidentielle anticipée, on va les voir à nouveau s'affronter brutalement. Comment croire à la sincérité des logiques de conviction? Comment ne pas se dire qu'il y a une part de cinéma? Bon, moi je crois que la démocratie, la République, c'est une logique d'affrontement
républicain, avec des règles, que c'est de ce conflit que naissent des solutions, que c'est que dans ce conflit que se régénère notre vie publique. Et je pense que la cohabitation a quelque chose d'asteignant, a quelque chose qui étouffe. Alors c'est une question qui sera sans doute la dernière, à moins qu'une dernière main se lève rapidement. Non, ça sera la dernière. Vous n'avez jamais rencontré personnellement le président? Non, pas de face à face. Non. Si, sous la pression de son entourage, Oui. il avait demandé à vous voir, Oui. que lui auriez-vous dit? Et si il vous avait demandé de garder le secret sur votre rencontre, l'auriez-vous gardé? Bon, alors, d'abord, pas d'anachronisme dans la question. Vous savez, l'anachronisme, ce sur quoi nous mettent toujours en garde les historiens, c'est-à-dire que à quel moment je rencontre, il y a plusieurs hypothèses. Je rencontre François Mitterrand en 85. Bon, j'ai révélé l'affaire des Irlandais ou l'affaire Greenpeace. Enfin, mon compte était déjà bon, parce que l'affaire des Irlandais plus l'affaire Greenpeace, ça fait beaucoup quand même. Bon, donc, mais j'ai aucune raison de lui parler d'écoute téléphonique. Les écoutes téléphoniques, j'écris noir sur blanc qu'il y avait des écoutes téléphoniques à la présidence de la République dans la part d'ombre qui paraît à l'automne 92. Et les écoutes sont révélées en février 93. Donc, ça laisse une marge de temps. Bon, donc moi je vais vous dire les choses très simplement. Moi je n'ai aucune raison vis-à-vis d'un homme puissant comme ayant les responsabilités qu'il a dans le président. Si je n'en ai pas la preuve, je n'ai aucune raison de lui faire aucune remontrance, de lui faire des remontrances. C'est-à-dire, les écoutes sont rendues publiques et sont démontrées. Il est démontré que j'en suis victime. Je porte plainte. Je ne vais pas faire une démarche personnelle, je porte plainte. Mais supposons que je rencontre, et ça vaut pour n'importe quel homme de pouvoir, je ne vais pas construire une relation, je dirais, de donnant-donnant. Je me plains, j'essaye de vous faire un reproche, donc je rentre dans une négociation. La meilleure preuve, encore une fois, c'est que pendant toutes ces années, ayant écrit pour autant mes articles sur l'affaire des Irlandais, ayant écrit mes articles sur Greenpeace, j'ai sollicité des rendez-vous et il m'est arrivé de les avoir avec, encore une fois, la principale personne que j'ai mise en cause dans l'affaire des Irlandais, le capitaine Paul Barry. Je l'ai vu plusieurs fois. Gilles Ménage, je l'ai vu plusieurs fois, même à l'Élysée. Mais pour moi, il va de soi que je ne suis pas là pour échanger quelque chose. Ce n'est pas une affaire personnelle. Là, c'est autre chose. On est dans l'espace judiciaire, public, je porte plainte. Bon, donc, moi, si j'avais rencontré François Mitterrand, j'aurais fait mon travail de journaliste. J'aurais posé des questions, je l'aurais mis en contradiction sur ceci, sur cela. Bon, voilà quoi. Je lui aurais dit, écoutez, votre réponse, ce que, à mon avis, les journalistes en France ne font pas assez. Votre réponse, comment... Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence chez Bernard Pivot, quand je suis passé, mais que je cite dans le livre, et qui était assez étonnante quand même. Pendant qu'est révélée cette affaire en 1993, il y a des confrères on se moque de nos amis belges, de la télévision belge, qui sont à l'Élysée. Ils suivent la dernière campagne, au fond c'est la campagne législative de 93, ils suivent depuis l'Élysée la campagne législative de François Mitterrand. Ils voient de la gauche. Il voit François Mitterrand décorer, comme il l'a soutenu jusqu'au bout, le commandant Proutot de la Légion d'honneur, en fait je ne sais plus quel niveau de la Légion d'honneur, à l'Élysée. Et puis éclate cette affaire. À la fin de leur reportage, ils ont un entretien avec François Mitterrand. Et ils font leur travail honnêtement, en journalistes belges, professionnels, tranquilles. Et ils font ce qu'on ne fait pas à la télé française. Disent, Monsieur François Mitterrand, vous a dit tout à l'heure, Monsieur le Président, décoré dans le reportage, etc. Et cette affaire d'écoute téléphonique. Et François Mitterrand leur dit, mais il n'y a pas, l'Élysée n'écoute personne, l'Élysée n'écoute personne. Et puis, ils ont fait ce travail, et c'est très fascinant à voir sur les images. François Mitterrand, en clair, est comme nous tous, pas seulement les hommes politiques, c'est quelqu'un qui sait mentir s'il s'est préparé à mentir. On sait tous mentir si on s'y est préparé. Bon, là, il s'y attendait pas. Et ce professionnel, en l'occurrence, était pris de court. Et donc il voit ces simples journalistes lui reposer 5 fois la question. 5 fois. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la réponse. Mais ils font leur boulot.
Quand on n'est pas satisfait de la réponse, et à mon avis c'est ce qu'on devrait faire à la télévision, on devrait dire monsieur, ou on devrait dire vous n'avez pas répondu, et pas se contenter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un truc extraordinaire, c'est que François Mitterrand met fin à l'entretien. Il perd ses moyens. C'est-à-dire, il ne se met pas en colère, ça devient une sorte de masque, et il coupe l'entretien. Il dit, messieurs, si je ne savais pas qu'on allait tomber si bas, met fin à l'entretien. Et c'est très pathétique. C'est un homme comme vous et moi qui, tout d'un coup, ne sait plus mentir, et qui, donc, ne sachant plus mentir, met fin à la conversation. Je vais poursuivre mon anecdote. Ce film, quelques mois après l'élection de 93, enfin, le résultat de l'élection, il est diffusé par France 2. Et que fait la direction de France 2? Elle coupe ce passage. Et ce passage n'est passé à la télévision française que pour la première fois à Canal+, et pour ce qui est du service public, que chez Pivot cet automne. C'est-à-dire que personne n'a sans doute demandé à France 2 de couper ce bout d'entretien. Une sorte d'autocensure, encore une fois, la monarchie. Bon. Donc, bon, face à François Mitterrand, j'aurais fait mon travail. Et dernier point, moi, j'ai toujours comme règle de respecter si je rencontre quelqu'un, un informateur, et s'il demande, il a des exigences de confidentialité, des exigences, etc. Moi, j'ai aucune raison de ne pas les respecter. Hein. Bon, j'ai pas... Mais ça ne m'aurait pas apporté grand-chose. Hein, je suis convaincu, je dis juste ça, je suis désolé de prolonger, je suis convaincu que beaucoup de ceux, et qui étaient en fait des proches de François Mitterrand, qui me voyaient travailler, qui voyaient que je travaillais honnêtement, je dirais. C'est vrai que, bon, vous connaissez la formule d'Albert Londres, notre métier n'est pas de faire plaisir non plus de faire du tort, il parlait du journalisme évidemment, il est de porter la plume dans la plaie. Bon, c'est notre boulot. On n'est pas là pour apporter des très bonnes nouvelles, on est là pour embêter un peu, hein, pour apporter ce qui dérange, ce qui gratte. Bon. Ok. Bon, il faut le faire correctement, sérieusement, honnêtement. Bon. Donc bon, des gens savaient que je travaillais comme ça. Donc des gens lui disaient, mais vous devriez le rencontrer. À mon avis, ces gens se disaient, s'il le rencontre, il va tomber sous son charme. Alors peut-être, et c'est là le seul gloire que parfois je m'accorde, peut-être, pardon, j'en casse le micro, François Mitterrand s'est-il dit, d'où le scélérat à ce moment-là. Et peut-être se l'est-il dit parce qu'il me connaissait peut-être mieux que moi-même, puisque peut-être s'est-il dit qu'il n'aurait pas prise. Peut-être ce séducteur qui a su en séduire beaucoup, et en tout genre, y compris dans les responsables de l'opposition d'aujourd'hui, eh bien peut-être s'est-il dit que là, il n'aurait pas eu de marge, qu'on n'était pas sur la même planète. Le sénateur... Stéphane, vous annoncez les débats qui viennent? Vous annoncez? Merci Edoui Plenel. C'est le sénateur Jacques Chaumont, vice-président du Conseil général, qui va vous remercier officiellement. Et Stéphane Courgeon nous donne les dates des... Le prochain invité, le 18 février, mercredi 18 février. Oui, mercredi 18 février, on changera complètement d'air. On prendra le grand air avec Nicolas Hulot, 18 février. Et je voulais juste préciser que vous alliez pouvoir dédicacer le livre Les mots volés à l'issue de cette conférence. Bien, cher Edwin Plenel, au nom de François Fillon, qui n'a pas pu être là ce soir, du Conseil général et de la Voix au chapitre, je voudrais vous remercier au nom de tous toutes celles qui ont pu assister à ce passionnant débat, d'être venus dans notre bonne ville et vous dire tout le plaisir que nous avons eu à vous entendre. Ce soir encore, vous avez été écoutés par beaucoup plus de monde que par une modeste cellule élyséenne. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté un journaliste branché comme vous. Mais alors, vous avez parlé des institutions. Je trouve cependant que la République est un progrès extraordinaire, puisqu'à d'autres époques, vous eussiez été victime d'une lettre de cachet et invité à faire le ménage à la Bastille, ce qui est une distraction qui en vaut d'autres. Mais je pense quand même que vous avez posé une question véritablement importante, qui est le pouvoir en France, son contrôle, son absence de contrôle. Et je crois que de ce point de vue-là, la presse, et votre journal comme d'autres, joue un rôle tout à fait indispensable et exemplaire, puisque vous êtes quand même dans nos institutions actuelles un véritable contre-pouvoir, le troisième pouvoir, mais aussi un contre-pouvoir. Et je pense que
les thèmes que vous avez abordés sont des problèmes fondamentaux auxquels il faudrait consacrer un véritable et profond débat. En tout cas, merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous de rentrer en paix chez vous. Et puis, je vous donnais un conseil. Maintenant, à partir de ce soir, n'utilisez que des portables, puisqu'on ne peut pas pratiquer d'écoute sur les portables, paraît-il.